Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Pour cette quatrième séance, je vous présente aujourd'hui Henri Sauvage, qui est d'ailleurs le quatrième architecte dont j'avais fait la liste au début, le quatrième architecte de cette génération des années 1870 que je vous avais présenté à tout début. Voilà donc cet architecte qui, j'ai choisi le titre Un architecte méconnu, car je crois que probablement la plupart d'entre vous ne connaissez pas son nom, ou alors si vous connaissez son nom, peut-être vous ne connaissez pas d'œuvre à lui associer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Méconnu, alors qu'il a eu un rôle assez important, parfois même considérable, dans la production et la réflexion sur l'architecture des années 20 et 30. Alors, bon, faute de mémoire visuelle immédiate, je me suis moi-même interrogé sur ma mémoire cinématographique et j'ai pensé que beaucoup d'entre vous qui ont aussi la passion du cinéma, qui sont des cinéphiles et qui ont probablement une mémoire imaginaire cinématographique considérable, se souviennent peut-être de certaines séquences, de certains films dans lesquels apparaît l'architecture d'Henri Sauvage. Et pour commencer, voilà une première image tout à fait peut-être singulière pour vous, un photogramme que j'ai été collecté sur Internet du célèbre film de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Tango à Paris. Et dans cette séquence, vous voyez d'ailleurs Marlon Brando ici et sa partenaire, son amante, Maria Schneider, qui font un numéro un peu scandaleux dans une salle consacrée au tango. Je crois que c'est la salle Wagram à Paris. J'ai choisi cette image parce qu'au départ, c'était la seule que j'avais pu trouver proche de la séquence qui m'intéressait. L'avant-dernière séquence, me semble-t-il, du film, qui se termine par une séquence qui est tournée précisément ici, dans un appartement d'une résidence, d'un immeuble construit par Henri Sauvage à Paris, avant la guerre de 14, à la rue Vavin, qui est une rue proche des jardins du Luxembourg et du boulevard Raspail. Vous voyez ici quatre images de cette séquence finale, avec ici Maria Schneider qui a été prendre dans un tiroir, ici, me semble-t-il, le pistolet de son père, qui est un militaire, dont vous voyez ici les attributs, et qui donc pistolet avec lequel finalement elle va finir par abattre son amant, Marlon Brando. On voit leur reflet ici dans ce miroir, et on voit ici Marlon Brando pratiquement dans vraiment les derniers plans du film, lorsque ayant tiré dessus, il se dirige en titubant vers le balcon terrasse ici de l'appartement, dont on reconnaît d'ailleurs les motifs décoratifs, la ferronnerie, le garde-corps ici, et c'est là qu'il va s'affaisser et mourir avec le ciel de Paris comme dernière image. Voilà, mais on remarque ici en particulier l'ameublement qui est d'origine et qui a été donc signé par Francis Jourdain, un ami et proche collaborateur d'Henri Sauvage. C'était cet immeuble-là, cet immeuble rue Vavin, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, un immeuble tout à fait singulier et qui fut justement célèbre dès sa construction, en 1912-1913. C'est précisément ici, au 6e étage, d'après mes renseignements, qu'a été tournée cette séquence. Voilà. Et deuxième séquence mémorielle d'un film beaucoup plus proche de nous, que certains d'entre vous ont dû voir sans doute, Holly Motors de Leos Carax, où il y a une longue séquence qui se déroule, une longue séquence nocturne, comme vous pouvez le voir, qui se déroule sur notamment une haute terrasse qui domine la Seine. On voit bien Notre-Dame de Paris ici, et cette haute terrasse, vous le voyez, est ici écrit en bas, il s'agit de la Samaritaine, la célèbre Samaritaine. Je pense que là, tout le monde connaît le grand magasin de la Samaritaine à Paris. Donc voilà, encore un exemple de cette mémoire cinématographique, cette mémoire visuelle qui parfois nous sert à retrouver des éléments architecturaux épars comme ça. Donc la Samaritaine qui a été construite, elle, disons presque 20 ans après, ou au moins 15 ans après l'appartement de la rue Vavin, en bordure de Seine, donc
Voilà, un bordure de scène où on voit d'ailleurs l'autre acteur, le principal acteur du film, Denis Lavant, uriner visiblement au bord de la Seine, de l'autre côté de la Seine, en face des grands magasins de la Samaritaine. Voilà donc pour nous rafraîchir un peu la mémoire et pour que vous situez donc Henri Sauvage. Là, je pense que vous connaissez sans doute tous ce lieu. Alors voilà, pour Henri Sauvage, j'ai choisi trois entrées. La première, donc consacrée à son évolution en tant que créateur. Et vous allez voir que justement, depuis ses débuts à la charnière 19e, 20e, où il pratique l'art nouveau, il va évoluer et épouser progressivement les différents courants de son temps, notamment l'art déco, par lequel il va passer, dont il est un des principaux protagonistes dans les années 20, et lors de l'expo de 1925, et puis vers, franchement, un vrai esprit moderniste, dans le sens de l'école moderniste, de l'avant-garde européenne, qui s'est dessinée et installée dans le paysage architectural à partir des années 20. Dans un deuxième temps, j'étudierai sa contribution, justement, une de ses contributions les plus remarquables, c'est à la fois sa participation au mouvement de construction d'habitations à bon marché, ce qu'on appelle les HBM, et dans ce cadre-là, ces tentatives d'imposer sur ce marché précis un type d'immeuble à gradin comme celui de la rue Vavin, mais des immeubles à gradin d'un coût moindre que celui de la rue Vavin, qui était quand même un immeuble de rapport pour une population aisée. Donc, il va essayer d'introduire ce type d'immeuble comme une des solutions hygiénistes en particulier à la question du logement social. Et enfin, nous terminerons par à travers notamment des projets qui n'ont pas vu le jour, mais qui étaient quand même des projets tout à fait singuliers et intéressants, sa vision de ce que ça aurait pu être l'urbanisme métropolitain qu'il préconisait. Avant d'introduire différents exemples que je vais vous présenter, je voudrais quand même vous présenter précisément ce personnage d'Henri Sauvage et comment il s'est formé, comment il a évolué. Alors, il est né en 1873 à Rouen, d'un père qui était entrepreneur, industriel dans le tissage. Rouen, à l'époque, était une ville importante tournée vers le tissage. Et donc, il fait partie du patronat local, de quelque sorte. Donc, on peut dire qu'il est quand même bien né, on va dire, Henri Sauvage, dans un milieu qui, précisément, va contribuer à le former, à la fois sur le plan de sa sensibilité artistique, car très rapidement, son père se spécialise dans la fabrication de tentures décoratives, notamment de tentures murales, avec des impressions au pochoir, et dans lesquelles donc le jeune Henri va être initié à certaines formes de création de type artisanat d'art ou artistique, si on veut, au sens large. Donc, en même temps que, par l'exemple paternel, il va être initié également à l'esprit entrepreneurial. Et tout au long de sa carrière, il va essayer justement de développer cet aspect de sa carrière. Très rapidement, la famille se déplace à Paris. Et je crois qu'il a que quelques années quand il déménage à Paris. Et donc, il fera ses études primaires et secondaires à Paris, notamment au lycée Janson-Sailly. Rien qu'évoquer ce nom, on vous indique qu'il vivait plutôt dans les beaux quartiers de Paris. Et c'est à partir de là qu'il va donc faire ses études à l'école des Beaux-Arts. À partir de 1892, pendant une dizaine d'années, il va suivre l'enseignement des Beaux-Arts, sans toutefois décrocher sans atteindre le diplôme définitif. Il validera un certain nombre de valeurs, mais il ne sera pas diplômé finalement de l'école des Beaux-Arts, à laquelle il tourne le dos, car par ses rencontres avec des familiers autour de lui, il va s'éloigner de l'esprit Beaux-Arts très rapidement et donc renoncer au diplôme officiel de l'école. Parmi ses mentors, justement, il faut citer quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui et qui va le former, qui va être un de ses principaux mentors, si on peut dire, c'est Franz Jourdain, qui est lui-même architecte
dans le Var, c'est l'architecte, le premier architecte de la Samaritaine, la première tranche des grands magasins de la Samaritaine, qui va le former justement anti-Beaux-Arts. Hein. C'était quelqu'un qui avait vraiment c'était un ennemi déclaré, on pourrait dire, de l'esprit Beaux-Arts. Et donc, il va beaucoup contribuer à l'émanciper de ce courant pensée qui était quand même dominant, de ce courant esthétique qui était dominant dans la formation des architectes à l'époque. Autre rencontre importante, celle d'un décorateur, sculpteur, qui s'appelle Alexandre Charpentier, peu connu aujourd'hui, mais qui a le mérite pour lui de le piloter vers Bruxelles. Il va l'amener à Bruxelles à plusieurs reprises, et notamment pour suivre des conférences publiques du célèbre Henri van de Velde, dont je vous ai moi-même parlé l'année dernière, parce que j'ai évoqué l'école de Bruxelles, l'école Art Nouveau de Bruxelles, un des principaux piliers fondateurs de cette école, avec Victor Horta, dont j'ai parlé plus longuement. Henri van de Velde aussi, j'en ai parlé, comme étant le fondateur de l'école d'art appliqué de Weimar, celle qui va donner naissance au Bauhaus après la guerre de 14. Donc un personnage considérable auprès duquel il va se former à l'esprit Art Nouveau, précisément, aux problématiques de l'Art Nouveau, et notamment les plus avancés à ce moment-là en Europe, parmi les plus avancés en tout cas à ce moment-là. Autre exemple, autre personnage clé dans son évolution, c'est sa rencontre, là aussi, grâce à ses liens avec les artistes de la mouvance Art Nouveau, avec Louis Majorel. Louis Majorel, qui est ébéniste et qui est un des principaux protagonistes et fondateurs, on pourrait dire, de ce qu'on va appeler l'école de Nancy. L'école de Nancy, qui est la grande école de l'Art Nouveau en France, après Paris, où règne Hector Guimard. Vous connaissez tous les bouches de métro de Guimard à Paris, par exemple, ou le Castel Béranger, que je vous ai moi-même présenté dans un de mes cours d'une année précédente. Donc, auprès de Louis Majorel, qui va devenir à la fois un ami et également un commanditaire, car précisément, c'est avec la commande d'une villa qu'il fait construire en Nancy, où il est installé, Louis Majorel, c'est avec cette commande de cette villa que finalement Henri Sauvage va se faire connaître dans le milieu et très, très rapidement acquérir une grande notoriété que peut-être il aurait mis plus de temps à acquérir s'il n'avait pas fait cette rencontre. Voilà donc cette première partie justement où donc je vais évoquer l'évolution et ce mouvement perpétuel qui va conduire donc Henri Sauvage depuis l'Art Nouveau de ses débuts jusque quasiment, on pourrait dire, un modernisme affirmé à la fin de sa vie, qui hélas s'arrêtera prématurément à l'âge d'à peine 60 ans, quoi, grosso modo, un peu plus de 60 ans, en 1932, au moment où précisément le mouvement moderne prend son essor. Alors nous allons commencer par un premier exemple, l'exemple donc que je citais précédemment, de la villa Majorel à Nancy, donc, qui est construite, vous le voyez, en 1898-1902. Donc nous sommes vraiment au moment où l'école de l'Art Nouveau en France s'est installée et s'affirme à travers un certain nombre de réalisations, celle-ci étant une des plus remarquables que l'on puisse visiter, voir et visiter en Nancy. À ce propos, peut-être certains d'entre vous connaissent une autre villa Majorel à Marrakech. Elle est très célèbre, c'est une villa peinte en bleu dans son jardin, qui a été notamment à un moment donné propriété, je crois, d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Donc, il s'agit d'une villa qui a été construite par le fils de Louis Majorel, qui lui était peintre et qui donc est d'une autre génération. Pour ne pas confondre ces deux villas. Alors, cette villa Majorel, je vous en ai déjà aussi parlé dans une année précédente, dans un cours consacré à l'Art Nouveau en France et en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de singulier et de remarquable pour ce qui nous concerne aujourd'hui? Ben, elle fait partie tout à fait de cet esprit nouveau qui consiste justement d'une part à rompre avec la tradition architecturale classique, on pourrait dire, ou néoclassique à la française, de composition symétrique, de régularité dans les tracés et les élévations. On a ici, vous le voyez, au contraire, une façade qui est en fait la façade nord de cette villa qui donne sur la rue,
une façade tout à fait mouvementée, en tout cas asymétrique, complètement asymétrique, avec une utilisation tout à fait singulière des qualités esthétiques des différents matériaux qui sont mis en valeur par l'architecte, chacun pour ses qualités particulières. On voit à la fois des éléments, bon, des matériaux de construction, des belles pierres à bâtir, de la brique, des grès émaillés, des pans de verre magnifiques, des ouvertures tout à fait étonnantes sur l'extérieur, des ferronneries, notamment, vous voyez ici ce magnifique balcon qui semble comme suspendu en l'air sur sa façade, ou la marquise qui est ici, à l'entrée principale de la maison. Donc voilà, une utilisation tout à fait, comment dire, avec beaucoup de brio, des qualités esthétiques des différents matériaux utilisés et mis en valeur avec leur qualité propre. Voici l'arrière de cette villa, avec notamment ces étonnantes souches de cheminées qui viennent ponctuer la couverture de la villa, et le jardin donc, qui s'étale au sud de la maison. À l'origine, il y avait un lien direct ici avec les ateliers de Louis Majorel qui étaient installés au fond de cette parcelle, et donc où le propriétaire pouvait à loisir circuler de l'une à l'autre. Alors, on peut parler, à propos de cette villa Majorel, de ce qu'on peut appeler l'art total. L'art total qui est un concept très à la mode à ce moment-là, fin 19e, qui vient notamment de Wagner et de sa conception de l'opéra comme justement œuvre d'art total, capable de fédérer autour de lui un ensemble de productions artistiques. De la même manière, on peut appliquer ce concept d'art total à la vision qu'ont les artistes de l'art nouveau de ce que doit être l'architecture nouvelle, avec notamment une architecture qui, précisément, agglutine, fédère autour d'elle tout un tas les arts décoratifs et les arts appliqués, et qui supprime un petit peu la hiérarchie traditionnelle entre la grande architecture et les arts qu'on peut considérer comme secondaires. Au contraire, dans la conception d'Henri Sauvage et des principaux tenants de l'art nouveau, il s'agit donc de créer une nouvelle synthèse des arts, dont l'architecture est certes le moteur, mais qui est capable de fédérer donc autour d'elle tous les arts décoratifs et de faire donc travailler ensemble différents artistes à une œuvre unique. Alors, j'en veux pour preuve en particulier un des endroits les plus spectaculaires de la villa lorsqu'on la visite, c'est la salle à manger. Voici une première vue avec sa spectaculaire cheminée dessinée par Alexandre Bigot. Alexandre Bigot est un des grands céramistes de l'époque, en particulier spécialisé dans la céramique émaillée, dont vous voyez ici des éléments qui décorent cette spectaculaire cheminée qui est implantée en plein milieu de la pièce. Non pas, elle n'est pas installée sur le côté comme d'habitude les cheminées, mais elle est vraiment implantée comme un élément clé de l'espace de cette pièce. Voici une autre vue où on voit dans un plan un peu plus large l'ensemble une grande partie en tout cas de cette pièce, où l'on voit réunis donc à la fois l'architecture bien sûr d'Henri Sauvage, et c'est lui qui dessine une partie de l'ameublement. Les autres meubles sont dessinés ici par Louis Majorel, collaborateur principal et propriétaire de la maison. Des toiles marouflées de Francis Jourdain, qui est le fils de l'architecte Franz Jourdain, et des vitraux de Gruber, qui est un des grands maîtres verriers de Nancy à l'époque. Donc voilà un bel exemple précisément de cette synthèse des arts autour de l'architecture voulue par un architecte de l'art nouveau qui est Henri Sauvage. Voici quelques images que j'ai ici placées pour vous donner un aperçu quand même de cet ensemble qui a été récemment rénové pour lui redonner tout son éclat d'origine et en particulier pour réintroduire des meubles qui avaient été dispersés. Certains se trouvaient au musée de l'école de Nancy, ils ont été réintroduits
notamment la chambre à coucher dans cet ensemble, et d'autres ont été glanés ailleurs, sur des marchés aussi, on les a rachetés, pour essayer de redonner à la villa son aspect d'origine au maximum. Voici l'entrée avec sa superbe marquise, avec ses motifs, cette ferronnerie d'inspiration végétale qui était chère à Louis Majorel, qui aimait beaucoup les décors notamment de Monet du Pape ou de feuilles d'orme, d'érable. Vous voyez ici à droite la très belle descente en fonte, la descente des eaux pluviales, avec ses agrafes, vous voyez, en particulier ici, avec une végétation stylisée. Voilà, deux exemples justement de ces travaux de ferronnerie d'art qui accompagnent l'école de Nancy. Ici, la balustrade signée Alexandre Bigot, qui prolongeait vers l'extérieur en fait une sorte de terrasse qui était ouverte ici sur la maison. Cette sorte de véranda qui là est fermée, a été construite postérieurement, au moins après la guerre de 14, dans les années 20, si je me souviens bien. Et donc, elle est venue s'ajouter là, parce que comme cette terrasse était au nord, elle était quand même mal exposée, et donc on avait construit cette véranda pour faire une sorte de jardin d'hiver, de quelque sorte, tourné vers le nord. Aujourd'hui, dans la réhabilitation générale qui a été réalisée il y a quelques années, on a supprimé précisément cet élément pour retrouver la terrasse d'origine. Et voici quelques exemples de ces décors intérieurs, justement des céramiques, des carreaux émaillés d'Alexandre Bigot. Voici la cage d'escalier à gauche ici, avec notamment les vitraux ici et ici de Jacques Gruber. Vous voyez également en façade ici des éléments de céramique émaillés d'Alexandre Bigot. Et pour vous indiquer que nous avons des ressources locales parfois considérables, rappelez-vous que l'hôtel moderne Soubirous de Lourdes, qui était à l'époque le principal, construit comme étant le palace en quelque sorte à Lourdes, destiné à une clientèle fortunée, s'est donné les moyens d'attirer cette clientèle en commandant justement à Louis Majorel le décor de sa salle à manger, du hall d'accueil et de l'escalier qui mène aux chambres au-dessus. Donc, nous avons ici, localement, un bel exemple de cet architecte, enfin, en tout cas, de ce décor. Ici, pas l'architecture. L'architecture n'est pas du tout Art Nouveau. Pour le coup, l'hôtel moderne vraiment tourne le dos à l'Art Nouveau de ce point de vue. C'est plutôt un néo-rococo assez extravagant, plutôt que de l'Art Nouveau. Mais il y a à l'intérieur quelques éléments, justement, d'Art Nouveau ou qui se rapprochent de l'Art Nouveau. Voilà pour ce premier exemple. À la même époque, et grâce à cette notoriété acquise avec ce chantier de Nancy, il est invité à concevoir un pavillon à l'Expo universelle de 1900 destiné à la danseuse Loie Fuller, qui à l'époque est une des grandes stars de la scène théâtrale. Et donc, vous voyez, justement, un pavillon qui est un pavillon provisoire, qui est en bois stuqué, avec en particulier ce décor ici qu'on pourrait qualifier de décor coup de fouet, tel qu'on le trouvait au même moment, en particulier à Munich, qui était un des foyers de l'Art Nouveau à ce moment-là en Europe. Et puis, 20 ans après, ou plus, un peu plus de 20 ans après la guerre de 14, vous savez que s'amorce en France un mouvement qui prendra le nom d'Art déco, du nom de l'exposition qui est organisée en 1925, qui, à vrai dire, était prévue avant la guerre de 14, mais qui, de retard en retard accumulé, avec les événements de la Première Guerre mondiale, a finalement été repoussée aux années 20 et a fini par se tenir sur l'esplanade des Invalides et en direction du Grand et du Petit Palais, donc en 1925, qui prend le titre de Exposition internationale des arts décoratifs modernes. Voilà, qui était l'intitulé général de l'exposition, que l'on a résumé plus tard en Art déco, donc appellation qui s'est popularisée dans le monde entier. À cette occasion, donc, Henri Sauvage s'est fait remarquer par 4 réalisations, dont la plus connue est ce pavillon qui a été construit à l'initiative
des grands magasins du printemps qui ont donc édifié, qui lui ont commandé un pavillon qui s'intitule justement Primavera. Primavera, vous savez, que ce soit en italien ou en espagnol, ça signifie printemps. Donc voilà, derrière ce nom, facilement, c'est pas difficile de trouver le nom des magasins, des grands magasins du printemps, qui avaient depuis pas mal d'années un atelier d'art créatif qui donc produisait régulièrement des décors, des meubles, des décors à destination d'une clientèle assez fortunée, assez aisée, et qui était dirigé par l'architecte décorateur Georges Vibo, W-Y-B-O. Donc, c'est en collaboration avec cet architecte que Henri Sauvage donc, réalise ce pavillon. Par parenthèse, ce pavillon et les 3 autres réalisations qu'il a effectuées à cette exposition lui ont permis d'obtenir une distinction officielle, puisqu'il va recevoir en 1926 la Légion d'honneur pour sa participation très remarquée à l'expo de 1927. Alors, ce pavillon, donc, a été construit exactement, nous sommes sur l'esplanade des Invalides, et en dessous se trouve la gare souterraine des Invalides, qui existe toujours aujourd'hui, qu'on utilise lorsqu'on se déplace avec le RER entre Saint-Michel et la Tour Eiffel, par exemple. On passe par la gare des Invalides, et la gare du musée d'Orsay. Et donc, cette pavillon a été construit par les frères Perret, que nous retrouvons à cette occasion. Mais les frères Perret en tant qu'entreprise de construction. Et donc, c'est une structure en béton armé qui repose sur les poteaux en fonte qui soutiennent la couverture de la gare souterraine des Invalides. Voilà où nous sommes. Alors, ce pavillon donc, est particulièrement remarqué pour la richesse de son décor, vous voyez, avec en particulier ces colonnes qui encadrent la porte monumentale, et puis surtout cette sorte de coupole, peut-on dire, en tout cas cette couverture conique, on va dire, qui surmonte le pavillon et qui est ornée de galets en verre qui sont en verre coloré. C'est dommage je n'ai pas pu trouver de photos colorisées ou couleurs de l'époque. Enfin, la photographie couleur en était assez balbutiement. Et elles sont l'œuvre de René Lalique, un nom bien connu en matière de production de verre. Le soubassement est lui-même habillé de ce qu'on appelle du lape d'or, une sorte de ciment vitrifié qui est mêlé de filaments d'or. Là aussi, vous voyez, des matériaux très précieux. On est vraiment dans l'esprit de cet art décoratif des années 20 qui se veut, qui est plus un art décoratif tourné vers comment dire, le raffinement, dans la tradition de l'art décoratif français qui vient du XVIIe et XVIIIe siècle, plus que vers la recherche d'un art décoratif moderne au sens plein du mot, c'est-à-dire un art décoratif adapté aux impératifs de la vie moderne, vraiment, ce qui est l'objet de la recherche plutôt de l'avant-garde architecturale de l'époque, c'est-à-dire du Bauhaus, par exemple, dans ces mêmes années, ou de Steyr aux Pays-Bas, par exemple. Donc, on est quand même un peu loin de cet esprit-là. Et de ce point de vue, à ce moment-là, en 1925, Henri Sauvage n'est pas vraiment, comment dire, de plein pied avec ce qu'on peut appeler l'avant-garde architecturale des années 20, tout en étant pas très éloigné non plus, hein, mais on va le voir tout de suite. Voici l'intérieur de ce pavillon avec, vous voyez, un ameublement et des éléments de décor tout à fait dans l'esprit de l'art déco à la française de ces années 20. Et puis voilà, donc, dans les années qui suivent, il va recevoir une de ses principales commandes dans sa carrière, c'est-à-dire l'extension que les propriétaires de la Samaritaine envisagent pour leur grand magasin en bordure de Seine. C'est l'occasion, à ce moment-là, justement dans ces années, à partir de 1926, 27, 28, c'est l'occasion pour Henri Sauvage d'expérimenter notamment des procédés de construction rapide, qui sera, cette thématique est un de ces axes, un de ces
ses préoccupations, je vais trouver le mot, principal à ce moment-là. Il comprend bien qu'un des impératifs de l'architecture moderne, c'est d'arriver, un peu comme Le Corbusier y pense au même moment, à trouver des procédés de construction suffisamment efficaces pour économiser sur ce travail sur les chantiers qui obère très lourdement le coût de la construction partout en France à ce moment-là, et qui est un fléau aux yeux de ces architectes qui considèrent qu'on a englouti beaucoup trop d'argent dans, dans les entreprises de construction qui sont archaïques pour la plupart, qui ne se sont pas mis au goût du jour de ce qu'est la grande industrie moderne qui est née à ce moment-là. C'est que les fameuses usines Citroën, où on construit donc les voitures à la chaîne, non loin de là d'ailleurs, hein, c'est pas très loin de là, les usines Citroën, sont déjà en marche depuis pas mal d'années. Et donc, beaucoup d'architectes souhaiteraient que les entreprises de la construction soient dans le même esprit que l'industrie la plus moderne et arrivent enfin à trouver des procédés constructifs, des méthodes de travail inspirées du taylorisme en particulier, qui permettent d'alléger considérablement le coût des chantiers. Et en particulier pour les chantiers concernant la construction de logements, qui est un des grands problèmes de la France à cette époque-là. Mais revenons aux grands magasins. Ces grands magasins, comme le chantier de la Samaritaine, et après les grands magasins de Cré, dont je vais vous parler après en Nantes, sont l'occasion pour Henri Sauvage d'expérimenter à une échelle qu'il n'a pas encore pratiquée jusque-là, dans des grands édifices, la construction métallique, qui est un des moyens justement d'arriver à boucler des chantiers dans des temps records. À titre d'exemple, pour la Samaritaine, on a bâti justement ce nouveau bâtiment sans interruption de l'activité commerciale. Donc il a fallu inventer des procédés de construction tels que l'activité commerciale puisse se poursuivre dans une partie du bâtiment pendant qu'une autre partie se construisait. Vous voyez, donc, ça oblige à une sorte de remue-ménage de la part des architectes de manière à trouver des procédés de construction assez rapides pour permettre une transition rapide aussi entre l'ancien et le nouveau. De la même manière, cette construction des grands magasins sera l'occasion aussi pour Henri Sauvage d'un renouvellement esthétique qui va justement le diriger vers le mouvement moderne. Et on peut considérer que, vous allez le voir avec les magasins de Cré à Nantes, on est vraiment de plein pied avec la grande modernité de l'avant-garde européenne de cette époque-là, dont il aurait pu faire partie si la mort ne l'avait pas fauché prématurément en 1932. Donc, un petit mot sur ce grand magasin et les circonstances de sa construction. Vous savez peut-être que le propriétaire fondateur de l'entreprise s'appelle Ernest Cognac. Et peut-être que Cognac-G, ça vous dit quelque chose. La rue Cognac-G est bien connue à Paris. Ben, elle porte le nom du fondateur de la Samaritaine, Ernest Cognac, et de son épouse, qui s'appelait Marie-Louise G. Et donc, ils ont accolé leurs deux noms, Cognac-G, et ainsi donc fondé ensemble une série de grands magasins entre la Seine et la rue de Rivoli. Voilà une vue cavalière qui permet de mesurer l'ampleur du magasin. Voici la rue de Rivoli, ici, à gauche. Voici la Seine et le quai du Louvre, ici, à droite. Donc, dans un premier temps, en 1900, au début du XXe siècle, avant la guerre de 14, une première tranche rapidement étendue a été construite sous la direction de l'architecte Franz Jourdain, dont je vous ai dit que c'était justement un des mentors, un de ceux qui ont contribué à faire d'Henri Sauvage un architecte de son temps. Et donc, d'ailleurs, il a collaboré étroitement avec Franz Jourdain à la conception de cette partie-là, qui est dans la partie la plus ancienne du magasin. Donc, le propos des années 26, 27, 28, c'est de construire une extension en direction du quai de la Seine, ici, laquelle est confiée cette fois à Henri Sauvage,
dans un style donc qu'on peut qualifier d'art déco, effectivement, comme l'indique ce document. J'ajoute que actuellement est en train de s'édifier une nouvelle aile qui a été controversée par les défenseurs du patrimoine parisien, qui est normalement qui devra ouvrir prochainement, car vous savez peut-être que cet ensemble, le grand magasin, a été racheté et fermé par Bernard Arnault et le groupe LVMH. Il y a déjà, me semble-t-il, une bonne dizaine d'années, je crois, et est actuellement en train d'être terminé, reconverti en grand hôtel, en grand palace de luxe qui va porter le nom de Cheval Blanc, si je ne m'abuse. Et puis, évidemment, des inévitables galeries commerciales de luxe. Ça va devenir un des hauts lieux, justement, de la vie mondaine et du luxe à Paris, dans les plans du groupe LVMH. Donc, voilà, ça permettra à tout le monde, peut-être, de redécouvrir ce lieu absolument fastueux dont nous sommes privés depuis, je dis, au moins une bonne dizaine d'années, depuis que le magasin a fermé. Donc, pour revenir à Henri Sauvage, voilà la partie qui lui est confiée, la nouvelle façade qui va s'ouvrir donc sur la Seine. Voici justement au passage une image de la partie la plus ancienne, celle qui a été réalisée par Franz Jourdain et à laquelle a collaboré Henri Sauvage. Vous voyez, dans un beau style art nouveau avec des mosaïques magnifiques, avec des décors floraux, qui sont conservés, bien sûr, elles sont classées aujourd'hui, et elles sont bien sûr conservées dans la rénovation actuelle. Voici donc la fameuse façade qui s'ouvre sur la Seine et le Pont-Neuf, puisqu'à l'origine, ce qui donne son nom à ce magasin, c'est une pompe qui montait l'eau de la Seine sur le Pont-Neuf, ici. Vous reconnaissez la statue d'Henri IV, qui se trouve, le square du Vert-Galant se trouve en dessous, et nous sommes là c'est une vue prise au téléobjectif, nous sommes ici sur le Pont-Neuf, puisque, donc, je disais, la Samaritaine tire son nom d'une image de la Samaritaine citée par les évangiles, qui ornait une des façades de cette pompe qui fournissait de l'eau aux Parisiens. Voilà l'origine du nom de la Samaritaine. Voilà donc la façade qui est construite dans un style qu'on pourrait appeler art déco monumental, qui est forcément monumental car nous sommes dans une façade sur Seine, donc il fallait que le magasin offre au regard une façade vraiment dans l'esprit de ce qui existe ailleurs. À ses côtés, il y a le Louvre un peu plus loin, donc on est vraiment au cœur du Paris monumental et historique. Il s'agit de faire une façade à la hauteur du contexte de ce Paris monumental. Bien. Voilà, par contre, des détails qui montrent justement le souci du décor de type art déco, avec à la fois des ferronneries magnifiques et des mosaïques qui sont donc des éléments très importants de ce décor de ce magasin. Tout à côté, un autre magasin se construit dans les années qui suivent, qui est la Samaritaine bâtiment 3, qui est donc une extension du magasin, là aussi vers la rue de Rivoli. Et vous voyez que là, on a abandonné un peu le caractère monumental, on n'est pas directement sur la Seine, et on a plus à faire un bâtiment qui se veut, on va dire, très fonctionnel, justement, avec, vous voyez, ces grandes ouvertures, ces grands pans de murs vitrés qui inondent littéralement le magasin de lumière naturelle, de lumière du jour, et où donc le décor est beaucoup plus sombre, on pourrait dire, et se rapproche très nettement des préconisations du mouvement moderne à ce moment-là. Voilà. Pardon. Et pour conclure cette partie, voilà justement les nouveaux magasins que Henri Sauvage est amené à construire à Nantes, en plein cœur de la ville de Nantes, où la famille Decré, qui est une riche famille de commerçants nantais, décide de construire un magasin ultra moderne pour le coup, et qui est considéré dès sa construction en 1931 comme vraiment une réalisation tout à fait d'avant-garde au niveau européen, pas simplement français. Vraiment, on est dans ce qui se fait de mieux au point de vue architecture moderne dans les années 30,
Et cela nous montre à quel point Henri Sauvage, vous voyez, depuis l'Art Nouveau du début de sa carrière, donc 30 ans auparavant, comment Henri Sauvage n'a cessé d'évoluer pour finalement finir tout à fait dans le sillage et au même rang, on pourrait dire, que les meilleurs architectes du mouvement dit moderne, qui se veulent vraiment modernes, comme ceux qui se sont regroupés quelques années auparavant, en 1928, dans les congrès internationaux d'architecture moderne, dont je vous parlerai plus avant lorsque nous aborderons Le Corbusier, qui a été la cheville ouvrière de ces SIAM, mais nous sommes tout à fait dans cet esprit-là. Donc, je crois que si le sort l'avait voulu, si la mort ne l'avait pas fauché prématurément à l'âge de 61 ans, je crois, à peu près, même pas, 1932, il n'avait pas 60 ans, il avait 59 ans. Donc, si la mort ne l'avait pas fauché prématurément, nous aurions eu sans doute une fin de carrière d'Henri Sauvage tout à fait dans l'esprit de l'architecture moderne contemporaine, et nous aurions eu sans doute d'autres réalisations du même acabit que celle-là. En tout cas, ces magasins de Cré sont, vous voyez, édifiés au début des années 30, et ce qui les caractérise en particulier, c'est l'omniprésence de ces murs rideaux en verre. Voilà, ce qui est le plus important ici, c'est de remarquer qu'on a affaire à des façades intégralement en verre. On est vraiment déjà dans l'architecture qui fera florès dans les années 50. Dans les années 50, l'architecture des gratte-ciel new-yorkais ou autres utilisera en permanence la thématique du mur rideau en verre, à l'acier en verre. Mais là, nous sommes dans les premiers pas de cette architecture, et donc on est vraiment au cœur d'un processus créatif qui démarre à ce moment-là. Alors, de jour et de nuit, hein, vous voyez aussi comment est utilisé avec beaucoup de brio l'éclairage nocturne pour magnifier cet édifice qui sera donc, je le répète, vraiment une des grandes réalisations françaises, on pourrait dire, de l'époque, et saluée comme telle au niveau international et visitée par des architectes européens dans les années qui suivent. À ce propos, je parlais tout à l'heure des procédés de construction rapide. Sachez que une fois que les fondations ont été coulées, on a mis pratiquement moins de 3 mois, ou 3 mois, disons, 3 mois, pour édifier cet immeuble avec une ossature métallique que vous voyez ici, prise en photo, à l'époque de la construction, vous voyez, par l'entreprise Schwartz-Aumont, qui est une des grandes entreprises de bâtiments et de génie civil à l'époque. Et donc, cette entreprise Schwartz-Aumont, qui était spécialisée dans les ossatures métalliques, et donc s'est mise au service de ce chantier, qui devait être un chantier rapide, et qui l'a été, puisque donc le contrat a été respecté, et qu'en quelques 100 jours, on va dire, grosso modo, l'édifice était quasiment terminé. Malheureusement, 12 ans après, Nantes a été victime d'un bombardement célèbre, un bombardement britannique, puisque Nantes est un port, et donc c'était une cible importante pour les Alliés qui commençaient à pilonner la France en préparation du futur débarquement et de la libération de l'Europe. Donc, Nantes a été victime d'un sévère bombardement le 23 septembre 1943, au cours duquel une bonne partie de la ville a été détruite, ou quasiment détruite, et il y a eu beaucoup de morts. Et vous voyez donc que ces magasins ont été victimes de ces bombardements, ont été détruits, hélas, et n'ont pas été reconstruits à l'identique, car plus tard, ils ont été rachetés par les Galeries Lafayette, qui les ont certes reconstruits, mais pas du tout comme ils étaient à l'origine. Donc voilà, une belle réalisation qui a disparu dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pour cette partie, sachez par ailleurs que cette famille de Cré est à l'origine de la création, si je me souviens bien, du groupe Record. Peut-être certains d'entre vous se rappellent qu'il y a eu, parmi les premiers hypermarchés, il y a eu, notamment à Tarbes, me semble-t-il, à la Loubert, un supermarché Record, qui est devenu après Mammouth. C'est toujours la même famille de Cré qui est à l'origine de ce groupe, et donc vous voyez qu'il s'est diversifié
dans la grande distribution et qui est à l'origine de la grande hulle des familles de ces grands commerçants qui sont à l'origine des grands groupes français modernes de la grande distribution qui sont devenus des grands groupes internationaux qu'on connaissait tous comme Carrefour, dont on parlait dans l'actualité récente ces jours-ci.